Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à Point de Marché Good Morning CAC 40, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 20 juillet 2015, une semaine à nouveau importante sur le plan de la politique monétaire. Je vais vous présenter le calendrier économique de la semaine, vous indiquer les tout prochains événements qui concernent le dossier grec qui se résout enfin progressivement, qui repasse à nouveau au second plan, qui redevient finalement ce qu'il a toujours été depuis l'année 2011, du bruit sur le marché, retour aux fondamentaux classiques, retour aux résultats trimestriels des entreprises. L'agenda des résultats des entreprises américaines est très chargé cette semaine, avec notamment par exemple demain les résultats du titre Apple. Je reviendrai sur la dynamique générale du dollar canadien avec la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande cette semaine et surtout la devise la plus forte du marché d'échange depuis 2 mois, la livre sterling, la monnaie britannique et les minutes de la Banque d'Angleterre mercredi. Les minutes, c'est quoi concrètement? Parmi le comité de politique monétaire, on sait qui vote contre une hausse des taux, qui vote pour ou qui s'abstient. Ça, c'est très important. Le dollar néo-zélandais, c'est la monnaie la plus faible, un élément de politique monétaire cette semaine. La livre sterling, c'est la monnaie la plus forte, un événement de politique monétaire cette semaine. C'est pas une semaine extrêmement chargée sur le plan de l'agenda économique. Il y a malgré tout ce lundi 20 juillet, comme chaque lundi d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne qui mettra à jour le stock de ses différents programmes de politique monétaire. Alors bienvenue, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. Nouveau plus bas annuel de l'once d'or qui casse de manière marginale pour le moment ses plus bas de l'année 2014. C'était un indicateur avancé depuis la fin du mois de juin du positionnement des investisseurs vis-à-vis du dollar américain. L'once d'or qui n'a pas attiré les capitaux pendant la crise grecque. L'once d'or qui ne fait que refléter les anticipations générales vis-à-vis du dollar américain et les perspectives de taux de la réserve fédérale. Je vous rappelle d'ailleurs que selon les contrats à terme négociés à la bourse de Chicago, la probabilité de voir la Fed relever ses taux cette année s'élève à 70%. Vous avez toujours sur notre site un article qui revient sur ces probabilités d'action monétaire de la réserve fédérale. Alors, bienvenue, nous sommes donc le lundi 20 juillet 2015. Le taux de change euro-dollar teste un seuil majeur à 1,0820$, un niveau qui est décisif à la fois sur le plan des fondamentaux de marché, je vais vous rappeler pourquoi, mais surtout sur le plan de l'analyse technique. Depuis environ 2 semaines maintenant, les grandes tendances qui s'étaient imposées au premier trimestre s'imposent à nouveau. Baisse du taux de change de l'euro, dynamique positive du prix des actions européennes, les taux obligataires qui restent sur des niveaux très bas et à nouveau des décisions surprises de politique monétaire. Le mois de juillet se rappelle à nous comme le mois de janvier dernier. Rappelez-vous, en janvier, des baisses surprises de taux. Bien, la semaine dernière, l'événement majeur, la baisse des taux surprises de la Banque centrale du Canada qui a surpris le marché mais qui a surtout permis l'entretien de la dynamique haussière de paires de devises comme le taux de change USD CAD ou GBP CAD. Alors, je vais donc revenir tout d'abord sur le calendrier économique. Alors, je vois quelques questions, j'évacue tout de suite ce sujet-là. En ce qui concerne le DAX, Eurex a des problèmes de cotation. Eurex, c'est donc la place de cotation qui délivre la cotation du DAX, notamment sur les marchés futurs du DAX. Notre CFD est branché à la cotation des marchés à terme. C'est donc pour cette raison que nous ne pouvons pas pour le moment vous produire de cotation. La faute à Eurex, la place de cotation en Allemagne, qui rencontre des soucis techniques, mais qui, je l'espère, un problème qui sera résolu à très court terme, en tout cas probablement ce matin, c'est presque certain. Le calendrier économique de la semaine, il est sous vos yeux, c'est tout simple, vous pouvez d'ailleurs l'afficher vous-même chez vous, en vous rendant sur dailyfx.fr, dans la section calendrier économique, vous avez ici un premier filtre. Vous pouvez donc laisser tous les pays cochés, et simplement garder ici l'importance forte. Des entreprises, certainement, cette semaine. Verizon, Apple, Microsoft, Yahoo, Boeing, Coca-Cola, American Express, Texas Instruments, Caterpillar, General Motors et j'en passe. C'est probablement la semaine décisive sur le plan des trimestriels des entreprises aux États-Unis. Je parlerai énormément, notamment cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider, des perspectives en tendance des marchés actions US, et notamment des indices Nasdaq 100, S&P 500 et Dow Jones. Pas de chiffres majeurs cette semaine au sein de la zone euro, c'est un fait. Par contre, 3 éléments monétaires et le secteur immobilier aux États-Unis.
Quels sont ces éléments monétaires? Tout d'abord, mardi 21 juillet, les minutes de la Banque centrale d'Australie. Ça, c'est très important. Les minutes de la Banque centrale d'Australie, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, la Banque centrale d'Australie a abaissé par 2 fois ses taux d'intérêt depuis le début de l'année, notamment récemment. Encore plus important, mercredi 22 juillet à 10h30, les minutes de la Banque d'Angleterre, et ça c'est majeur, la livre sterling est tout simplement la monnaie la plus forte sur le marché d'échange. Lorsque vous confrontez les deux devises leaders du marché d'échange, le GBP et l'USD, je vais vous montrer à nouveau un graphique du GBP-USD, il y a une forme d'équilibre des forces, mais malgré tout, la livre sterling qui a pris le dessus, notamment depuis le début du mois de juillet, et qui évolue d'ailleurs toujours dans un range à court terme, mais qui semble être une pause avant de voir ce marché redémarrer. Les minutes de la Banque d'Angleterre, mercredi 22 juillet à 10h30, c'est tout simplement l'élément monétaire le plus important de la semaine. Et enfin, une décision de politique monétaire, cette fois-ci une vraie décision. À 23h mercredi, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, RBNZ, devrait abaisser ses taux de 3,25% à 3%. C'est d'ailleurs, depuis quelques semaines, cette perspective qui fait du dollar néo-zélandais la monnaie la plus faible. Et rappelez-vous, nous avons attiré votre attention notamment sur le positionnement des traders chez FXCM, à savoir 80% d'acheteurs sur un dollar néo-zélandais qui ne cesse de baisser. Exactement le même principe sur le dollar canadien, 80% d'acheteurs sur le dollar canadien, donc 80% de vendeurs sur le taux de change USD-CAD, alors que ce taux de change ne faisait que monter. Le marché anticipait une baisse des taux de la Banque centrale du Canada. Donc, cette semaine, on va se concentrer sur le dollar australien, le dollar néo-zélandais et bien sûr la livre sterling. Quant au dollar américain, il est soutenu, les fondamentaux sont là, il y a toujours les bonnes raisons techniques et fondamentales de voir le dollar américain s'apprécier. Cette semaine, ce sont les entreprises américaines. Je vais vous donner tout l'agenda des entreprises américaines, c'est hyper chargé. Voici l'agenda de publication des résultats trimestriels, notamment demain Apple. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques classiques, il s'agit donc des statistiques dans l'immobilier résidentiel aux États-Unis, l'immobilier résidentiel dans le 9, mercredi à 16h et vendredi à 16h. Donc ça c'est important et c'est probablement le premier travail que vous devez faire lorsque vous appréhendez les marchés financiers. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire sur la Grèce ? Qu'est-ce que je peux rajouter finalement par rapport à tout ce qui a été dit la semaine dernière? Première chose, les banques grecques ouvrent aujourd'hui. Après 3 semaines de fermeture, retour du fonctionnement à peu près normal du système bancaire grec. Le niveau des retraits est augmenté, mais il n'est pas illimité. Le marché, les Grecs pourront retirer 420 € par semaine contre 60 € par jour avant. Il y a toujours, par contre, l'interdiction totale d'effectuer des virements des comptes bancaires à l'étranger. En accord avec la nouvelle tranche d'aide, un nouveau crédit de 3 ans accordé à la Grèce, eh bien, le gouvernement grec va mettre en application des réformes, des hausses d'impôts concrètement. La TVA passe de 13 à 23% sur l'alimentation. Rappelez-vous, depuis le début du mois de juillet, nous avons attiré votre attention sur le lundi 20 juillet. Pourquoi parler depuis le début de la semaine, depuis le début du mois, du lundi 20 juillet? Il y a une échéance de dette publique extrêmement importante pour la Grèce, une échéance de 3,5 milliards d'euros. Alors je vais vous remontrer le tableau des échéances du trésor public grec vis-à-vis de ses créanciers, des créanciers privés, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne. Voici ce qu'attendait le marché depuis le début du mois, une échéance vis-à-vis de la Banque centrale européenne. 3,5 milliards d'euros. Rassurez-vous, la Banque centrale européenne, lors de sa décision jeudi dernier de la conférence de presse de Mario Draghi, a réactivé l'enveloppe de liquidité d'urgence à la Grèce. Mieux, une enveloppe, un prêt d'urgence, a été accordé à la Grèce de 7 milliards d'euros. Cette enveloppe disponible immédiatement permettra cette semaine à la Grèce de faire face à ces échéances. Tout ça pour dire que nous sommes passés d'un risque systémique pour la zone euro, un risque de court terme, c'est ce qui avait fait baisser d'ailleurs les marchés actions au mois de juin, à du bruit. Du bruit, c'est ce que nous avions l'habitude d'observer avant. De temps en temps, la Grèce se rappellera à nous, mais on peut envisager que désormais, eh bien, on revient aux fondamentaux classiques
des marchés financiers. Et les fondamentaux classiques des marchés financiers, les statistiques macroéconomiques, les politiques monétaires et les résultats des entreprises. Et nous sommes actuellement en train de vivre la saison des résultats trimestriels, notamment aux États-Unis, le SP500, le Dow, le Nasdaq 100, demain Apple, Microsoft, Yahoo, bref, il y a du lourd. Voilà donc pour l'introduction que je pouvais vous proposer pour cette semaine du lundi 20 juillet 2015. 3 éléments de politique monétaire, des résultats d'entreprise, les statistiques immobilières aux États-Unis. On en parlera et on aura notamment un suivi aiguisé de la vénérable Banque d'Angleterre et donc de la livre sterling. Alors maintenant, tour d'horizon des paires majeures, les matières premières, l'once d'or, nouveau plus bas. Cassure des plus bas de l'année 2014, c'était attendu, ça j'en parlerai dans un second temps. On va commencer par le taux de change euro-dollar. Je vais vous refaire l'histoire du taux de change euro-dollar depuis lundi dernier. Tout avait commencé, rappelez-vous, par un double top sous les 1,12 $, cassure de la ligne de coup à 1,1090, ça c'était lundi 13 juillet, pullback mardi 14 juillet, cassure du support à 1,10 $, ça c'était mercredi 15. Alors forcément, à chaque fois qu'une décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a lieu, le marché vend l'euro. C'est à nouveau ce qui s'est produit. Pourquoi le marché a vendu l'euro? Tout simplement parce que la Grèce repartant dans un nouveau cycle de crédit, le marché envisage que la Banque Centrale Européenne maintiendra son programme d'achat de titres de dette, appuyé à la base sur une politique de création monétaire qui pourrait même s'étendre au-delà de l'échéance initiale fixée à septembre 2016. Tout ça pour dire que l'euro reste abondant sur les marchés financiers. La formation des prix, ce n'est qu'un rapport entre l'offre et la demande. L'euro a donc été vendu sur le marché d'échange. Le dollar américain conserve son statut de devise forte pour toutes les bonnes raisons fondamentales. Le taux de change euro-dollar s'est donc replié. D'un point de vue de l'analyse technique, le 16 juillet dernier, le marché a cassé le support à 1,0916, engageant une cible majeure à 1,0820 $. Et là, soyez très attentifs. Le niveau des 1,0820 $, qui permet au cours de se reprendre depuis ce matin, peut être considéré comme la ligne de coup, non pas d'un double top, parce que la ligne de coup n'est pas cassée, mais d'un double rejet sous les 1,1450 $. 1,1450 $ mi-mai, 1,1450 $ mi-juin. En cas de cassure, ce n'est pas fait, des 1,0820 $ sur l'horizon de temps journalier, ce marché donnerait un signal de vente important pour retomber en direction des 1,0750, cette ligne de tendance, mais probablement en direction des 1,05 $. Sauf que ne comptez pas sur moi pour anticiper la cassure d'un support. Par contre, la tendance, depuis lundi dernier, elle est baissière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut influencer le taux de change euro-dollar? Il n'y a pas de statistiques américaines de premier rang. Par contre, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, va expliquer, va donner les chiffres de ce qu'elle a fait la semaine dernière. Et notamment ses achats de titres de dette. Alors on peut s'attendre à ce qu'elle ait accéléré ses achats de titres de dette. On le verra bien. Dans tous les cas, elle donnerait un signal important au marché. Ne nous cassons pas la tête. La moindre cassure, on va dire horaire, une bougie horaire suffira. Et je vais revenir sur les chandeliers horaires du taux de change euro-dollar. Constatez la précision d'analyse technique. Nous avons, durant la session asiatique, ce marché vous a proposé entre 3h et 6h du matin, heure de Paris, donc en plein cœur par contre de la session asiatique, 3 petits chandeliers dont le point bas s'établit à 1,0820 $. Précisément ce niveau de prix, le plus bas du 27 mai, qui correspond donc à la ligne de coup d'un potentiel en effet double top, qui pour l'instant reste un double rejet sous les 1,1460. Le support tient, ce qui doit inviter forcément les vendeurs swing, notamment de la semaine dernière, à sérieusement prendre des bénéfices. Le momentum est en train de contredire les prix. On peut s'attendre à ce que ce niveau entraîne une réaction à court terme. C'est déjà le cas. Une résistance intraday est actuellement testée à 1,0856 $. Si elle est débordée, le marché se stabilisera entre 1,0820 et 1,0920 $ et s'installera dans un range. Sauf qu'une situation de divergence n'est que la modification du rythme de marché, l'angle de la dynamique. Elle n'est pas active, elle est potentielle et elle peut simplement changer l'angle de la baisse. C'est-à-dire que le marché, à la place de baisser à 60 degrés, ne baissera qu'avec un angle de 20 ou 30 degrés. C'est la pente. On peut s'installer dans un range. Dans tous les cas, 1,0820 $, une cible technique que l'analyse technique invitait à défendre la semaine dernière, eh bien elle a été atteinte à l'ouverture du marché d'échange.
Donc 1,0820 $, c'est le seuil décisif. Toute première résistance intraday, 1,0856. Le marché est actuellement en train de la tester. Alors tour d'horizon des paires majeures, le taux de change euro-dollar c'est fait. Je vais donc vous parler du câble et du GBP-USD. C'est la devise majeure de la semaine. Pourquoi? Parce que parmi toutes les banques centrales majeures, la seule qui donne des nouveaux éléments cette semaine, c'est la Banque d'Angleterre. Mercredi 22 juillet, il n'y avait pas de... C'est les minutes de la Banque d'Angleterre. Les minutes, ce n'est pas une décision de politique monétaire. C'est un rapport sur ce qui s'est passé lors de la dernière décision de politique monétaire. Concrètement, le comité exécutif qui décide des perspectives monétaires au Royaume-Uni se compose de 9 personnes. Chacune de ces 9 personnes a un droit de vote. Ces votes sont répartis entre voter pour une hausse des taux, voter contre une hausse des taux ou ne pas se prononcer. Le marché envisage clairement que les 9 se soient positionnés contre une hausse des taux. Ça c'est un fait. Dans tous les cas, étonnamment, depuis le mois de mai dernier, mais en accord avec des bons fondamentaux, donc c'est pas non plus complètement aberrant, la livre sterling est tout simplement la devise la plus forte du marché d'échange. Pour le constater, vous avez l'indice livre sterling, mais plus que ça, prenez toutes les devises faibles, le dollar canadien, le dollar néo-zélandais, le dollar australien ou même l'euro. Confrontez ces 4 monnaies à la livre sterling, l'euro GBP c'est la chute libre, le GBP AUD ça monte, le GBP CAD c'était presque vertical, le GBP NZD je vous en parle pas, 2300 pips de hausse depuis décembre et ça continue. Alors le GBP USD par contre la situation est différente, c'est pour ça que lorsqu'on parle de la livre sterling comme une devise forte, n'ayez pas le réflexe d'aller voir le GBP USD. Pourquoi? Parce que le GBP USD c'est le combat des titans sur le marché d'échange. La première et la seconde. Dans le cycle monétaire, le dollar américain c'est celle qui est le plus soutenue, et vient ensuite donc la livre sterling. Que nous dit l'analyse technique sur le GBP USD? On a un beau canal de progression, faible pente. On a depuis le début de la semaine dernière un canal haussier qui est assez appuyé et un niveau horizontal qui est très important. C'est ce niveau des 1,5550. La cassure haussière, la semaine dernière, vous avez ici les chandeliers horaires du niveau des 1,5550. C'est donc a été suivi d'une phase de hausse, mais désormais le marché s'installe dans un range. Le marché s'installe désormais dans un range. Mon opinion finalement est que au-dessus des 1,5550 $, on peut toujours anticiper davantage d'avancées de ce marché. Alors pour l'instant on est dans un rectangle, ce canal n'existe plus, la dynamique s'est neutralisée et on peut envisager que le marché reste dans ce range d'ici la prochaine décision de la Banque d'Angleterre. Donc ça c'est très important. Pour l'instant on est dans un rectangle. Alors, le taux de change USD-Yen, la dynamique n'a pas changé, le dollar US qui est fort. L'indicateur, c'est le baromètre du risque sur le marché d'échange. D'un point de vue de l'analyse technique, rigoureusement comme la semaine dernière, structure en épaule, tête, épaule. Cassure de la ligne de coup ici à 122,86. Le cassure de cette ligne de coup permettait donc d'activer la figure et de viser les 124,38. Alors le marché a donc rejoint les 124,38, ça c'est un fait. Il s'en est en tout cas bien approché. L'idée c'est quoi? En débordant les 124,38, le marché peut progresser en direction des 125 et des 125,32. Sur le très court terme, voilà où s'inscrit le marché, dans un range, un petit range, compris entre 123,72 et 124,40. Ça dépendra maintenant de la dynamique générale du dollar US, mais surtout du positionnement du marché vis-à-vis du yen. On peut envisager qu'une fois ce niveau débordé, on aurait là encore un indicateur avancé important. Reste que la cible théorique de cette structure de creux au-dessus des 120 yens est en passe d'être atteinte. Sur le très court terme, le marché est donc dans ce range. Le taux de change AUD-USD, concerné cette semaine par les fondamentaux de la politique monétaire, je vous montre là aussi l'impact d'une divergence. Elle est active depuis le début du mois de juillet et pourtant le taux de change AUD-USD baisse encore. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'illustration qu'une situation de divergence ne signifie pas une inversion de tendance et simplement le marché qui change de rythme. Alors dans certains cas cela peut se traduire par l'inversion de tendance, mais c'est rare. Ça se traduit dans le plus souvent par un changement de tendance, donc éventuellement devenir neutre, mais parfois simplement la dynamique qui est préservée mais qui change de rythme.
Vous aviez ici sur la UD-USD une phase de baisse verticale qui laisse la place à un petit canal de baisse à faible pente, un petit angle, mais qui continue d'encadrer la baisse. Donc le taux de change à UD-USD reste baissier et l'idée c'est de chercher à le vendre lorsque le marché teste ici la partie haute. L'USD-CAD, alors l'USD-CAD c'était la devise de la semaine dernière, explosion du volume d'échange réel à la baisse surprise des taux d'intérêt mercredi dernier, une cible engagée à 1,3060, le marché qui est monté à 1,3010. Je vais prendre un peu de recul, on va revenir notamment sur les chandeliers en données 4 heures. Y a-t-il encore des perspectives? C'est une paire de devises qui a bien fonctionné la semaine dernière. Peut-on envisager un pullback sur un 28,34? Alors un 28,34, peu probable de revenir sur ce niveau-là, à moins de voir un très net renforcement du dollar canadien. En tout cas, ce serait le point d'achat parfait. Ma conviction est toujours que ce marché ira chercher les 1,3060 cet été. Je vais revenir ici en données horaires sur le taux de change AUD, sur le taux de change USD-CAD. Le marché pour l'instant se stabilise. Ça je vais retirer. Ça je retire. Il y a un premier niveau ici horizontal à 1,2950. Ça c'est un fait. Doit-on à nouveau exploiter le support des 1,2950? Eh bien écoutez, vu la force de la devise, vu la faiblesse du volume, je pense que tant que le support existe, eh bien oui. Il y a toujours une possibilité d'utiliser le support pour se positionner. Alors, le niveau swing, forcément, c'est un 28,34, ça c'est un fait. Là, on s'établit maintenant dans un range. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, ce premier niveau peut être utilisé. Le NZD-USD. Alors, le NZD-USD, attention, le marché chute en ligne droite depuis la fin du mois d'avril. Il a perdu 1200 pips dans un beau canal chartiste. Au sein du canal, un demi-canal s'ouvre ici. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait cette semaine baisser ses taux. Une résistance à utiliser pour une stratégie de vente, la voici. Les 0,6622. Je pense donc qu'on peut utiliser le niveau horizontal des 0,6622 pour adopter donc une stratégie négative sur le NZD-USD. C'est probablement le niveau qu'il faut attraper. Alors les marchés actions de la zone euro, c'est juste hyper bullish. Je reprends exactement les mêmes graphiques dont je vous ai parlé la semaine dernière quand on avait fait toute l'histoire de l'avancée de ce marché. Un niveau est important sur le CAC 40. Ce sont, comme sur tous les indices boursiers de la zone euro, les plus hauts du 26 juin. Vous constatez d'ailleurs que c'est suracheté depuis lundi dernier, ce qui n'a pas empêché le marché de monter. Le surachat n'est pas une condition de vente. Le surachat indique au contraire la force du marché. Je vous propose demain, parce que ça me paraît important, à 18 h, un webinaire sur l'indicateur technique RSI. L'idée c'est d'arrêter de mal utiliser l'indicateur technique RSI, de mal lire les divergences, de mal les comprendre. Je vous explique tout ça demain à partir de 18 h, notamment la distinction des divergences standards et des divergences cachées, mais surtout leur utilisation. Et autant vous dire que lorsqu'un marché est suracheté, eh bien mieux vaut l'acheter, parce que ça signifie que c'est boule, aussi et tout simplement. Une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une fois. Bref, tout ça c'est au programme de demain. Si vous aviez shorté le CAC tout simplement parce qu'il était suracheté, eh bien vous aviez déjà 250 pips, 250 points de stop dans le nez. Donc ça, je reviendrai en détail dessus. D'un point de vue de l'analyse technique, premier support sur le CAC, swing à 5095. Dans le cadre de cette ferme tendance haussière, on est à très court terme dans un petit range, compris entre 5113 et 5150. Le scénario, c'est d'en sortir par le haut et de rejoindre cette semaine le niveau des 5194 points. Cette semaine, la dynamique des marchés actions européens, elle va dépendre essentiellement de Wall Street, de la capacité de Wall Street à dépasser ses sommets historiques. Et cela dépendra directement de l'agenda microéconomique de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je ne les compte même pas. 25 entreprises américaines majeures du S&P 500 publient leurs résultats cette semaine, notamment sur les journées de lundi, mardi et mercredi. Donc ça c'est très important.
Alors, bon, le Bund, je vous en ai déjà parlé, c'est une structure triangulaire que bien sûr il faut surveiller. Les rendements obligataires restent globalement bas. Bon, pour le DAX, il faut patienter, hein, le temps que Rex résolve les problèmes. L'once d'or a donc cassé, comme envisagé, les plus bas de l'année 2014. Alors l'once d'or, je suis très satisfait parce que j'ai tenté de vous expliquer que ce marché n'avait aucun attrait pour les gérants, parce qu'un gérant cherche à faire de l'argent avec de l'argent. Pour faire de l'argent avec de l'argent, il faut soit investir sur un actif dans la tendance de son prix, soit ne pas regarder le prix de l'actif, mais percevoir une rémunération liée à l'actif. Un dividende, des coupons, tout ce que vous voulez. L'once d'or, il n'y a pas de coupons. Il n'y a pas d'intérêt non plus. Il y a un prix qui évolue. Eh bien ce prix baisse. Ce prix baisse, pourquoi? Parce que ce marché qui ne rapporte rien est corrélé, comme de nombreuses matières premières, à la dynamique générale du dollar américain. L'once d'or a fini de sortir de sa torpeur le 18 juin dernier, au lendemain d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a amené le marché à envisager que la Fed relève ses taux en octobre ou en décembre prochain. 70%, c'est la probabilité de voir la Fed agir lors de sa réunion de décembre prochain. 40%, c'est septembre. Cassure des plus bas de l'année 2014. Signal de vente, c'est un fait. Désormais, les 1130 $ sont un niveau de résistance. On peut envisager que ce marché se reprenne en direction des 1130 $, les plus bas de l'année 2014, mais il s'agira d'une zone de résistance pour vendre. Désormais, en dessous de 1142, la perspective de l'once d'or est tout simplement de retomber en direction des 1000 $. Là aussi, les raisons fondamentales et techniques se conjuguent en faveur de la baisse du prix de cet actif. Donc grosse zone de résistance, 1100, 1130, 1142 $. Alors le pétrole, j'en reparlerai davantage, mais notamment cet après-midi. Le cours, alors attendez, c'est ça, ah oui, dernière chose à suivre, lorsque vous étudiez la dynamique générale du dollar US, qui est donc dans un beau canal de progression depuis le 18 juin, ce marché revient et actuellement teste les sommets du 1er juin, il temporise. Ce qui est très important, et ce qui est plutôt bien pour la tendance haussière du dollar américain, lorsque vous étudiez l'angle de ce canal de progression chartiste, il met presque parfaitement en équilibre l'axe du temps et l'axe du prix. Qu'est-ce que c'est l'équilibre entre l'axe du temps et l'axe du prix? C'est un angle de progression de 45 degrés. Généralement, ce type d'angle de progression est à même de durer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas excessif. Il n'est pas excessif ni en termes de prix, ni en termes de temps. Lorsqu'un mouvement n'est pas excessif, il n'a pas à être corrigé violemment par un contre-pied. Et donc c'est pour cette raison d'ailleurs que la hausse du dollar américain se prolonge depuis presque 5 semaines, sans phase de choc. La hausse n'est pas verticale, ce qui peut parfois perturber ceux qui s'attendent à des envolées haussières très rapides. Mais lorsqu'on est patient, lorsqu'on peut tenir des positions à l'aide de stop suiveurs ou de stop glissants manuels, eh bien, on a un mouvement ici qui est très sain, qui est très pérenne. La semaine dernière, hausse pérenne du taux de change USD-CAD, baisse pérenne du taux de change euro-dollar. Lorsque un angle de progression se déploie comme ça à 45 degrés, ça favorise aussi énormément l'efficacité de l'analyse technique des marchés financiers. Et c'est donc ce qui se passe pour l'instant sur l'US Dollar Index. Cette semaine, 2 catalyseurs pour l'US Dollar Index, la monnaie, le cœur du marché d'échange, mais pas seulement, de la dynamique générale aussi des matières premières, et notamment celles qui n'ont presque pas de lien avec les fondamentaux de l'économie réelle. Les métaux précieux en font partie. Même si l'once d'or est utilisée dans certaines industries, ça n'a rien à voir avec le rôle du pétrole par exemple. Les entreprises américaines et les statistiques dans l'immobilier résidentiel neuf aux États-Unis. Et ça c'est mercredi et vendredi, donc je vous remontre le calendrier économique ici sur DailyFX. Les ventes dans l'immobilier neuf, c'est mercredi à 16 h. Ah non, dans l'immobilier ancien, pardonnez-moi, c'est mercredi, et l'immobilier neuf, c'est vendredi. Donc voilà, c'est à suivre cette semaine sur l'économie américaine. Alors à très court terme, on teste un niveau de prix important ici sur l'US Dollar Index. La résistance à 12 043 points.
Ce qui explique d'ailleurs la concordance, je parlerai de concordance chartiste avec le taux de change euro-dollar. L'importance du niveau des 12 043 points en tant que résistance se retrouve avec le support des 1,0820 sur le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar devrait se stabiliser au moins durant la session européenne ce matin. Le niveau des 1,0820 il est décisif, il est majeur, vous le savez, c'est la ligne de coup du double rejet sous les 1,15 $. Je n'anticiperai pas sa cassure, hors de question. Par contre, si elle a lieu, autant vous dire que c'est direction les 1,05 $ sur le taux de change euro-dollar, tout simplement. Ok, donc, Eurex rencontre donc des soucis. Donc voilà, je vous invite à patienter jusqu'à ce que nous puissions à nouveau nous rebrancher sur l'évolution des contrats futurs DAX. Est-ce que vous considérez le dollar néo-zélandais comme une monnaie faible? Ah, écoutez, c'est simple. Une monnaie faible, c'est une monnaie qui suit une tendance baissière et une tendance baissière ferme. C'est le cas du dollar néo-zélandais, sauf que ce marché baisse depuis un mois, même plus, et que cette semaine, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande est attendue sur ses taux d'intérêt. Elle devrait les baisser de 3,25 à 3%. Est-ce déjà dans les cours? C'est mercredi prochain, j'aurai l'occasion d'ici là de vous proposer un tour d'horizon de toutes les paires en dollars néo-zélandais. Et on commencera par la base, l'étude du Kiwi Index, le petit nom de l'expression de la dynamique générale du dollar néo-zélandais face à un panier de devises. C'est comme le CAC 40. Sauf que là, ce sera l'indice dollar néo-zélandais. Ça, on l'étudiera dans la semaine. Ce que je peux vous dire, moi, sur le NZD-USD, c'est qu'il y a une toute première résistance horizontale à 0,6622 qui me semble être un niveau de prix utilisable pour une stratégie de vente. Alors, beaucoup de questions sur le DAX. Je réponds donc une fois. Il y a donc des soucis de cotation avec Eurex. Il y a la place de cotation officielle qui délivre les prix sur les marchés, sur le DAX tout simplement. Nous sommes branchés à cette place de cotation, hein, c'est pourquoi on ne crée pas les prix, hein. Nous sommes hyper transparents, on vous donne accès à la réalité du marché. Comme ce marché est buggé, eh bien forcément nous on est branchés dessus, donc on ne va pas vous proposer des faux prix. Donc on attend, comme vous, que la place boursière allemande fasse son job, hein, et qu'elle redonne des cotations. Alors bonjour Led Zeppelin, vous avez quand même une question sur une position que vous avez ouverte sur le DAX. Vous avez acheté le DAX à 11 731. Donc bon, vous l'avez acheté dans le drapeau. Moi, mon opinion sur le DAX, c'est que le support des 11 633 points tiendra. Donc je mettrai le stop sous les 11 633 points. De manière générale, sous la zone 11 567, 11 633. Mais oui, c'est haussier au-dessus des 11 633 points. Alors, je vais continuer donc de lire vos questions. Alors, est-ce que le marché action suisse est fermé? Alors, il me semble que oui. D'ailleurs, il me semble... Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais attendez, laissez-moi juste vérifier. Alors... Je ne suis pas certain. Je ne vois pas aujourd'hui de calendrier, de statistiques économiques pour la Suisse. Je ne sais pas, il faudrait. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais vous savez, si vous posez ce genre de questions, vous allez sur le site de la bourse de Zurich, hein, et vous allez trouver la réponse dans l'agenda des cotations. Voilà, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de vos questions. Je reviens donc avec vous dans le cadre du morning meeting tout à l'heure à 11 h. Patience, hein, Eurex va bientôt retrouver un fonctionnement normal. Quant au DAX, il s'alignera probablement sur l'ouverture du CAC, qui est donc positive. On s'attend donc à une ouverture du DAX aux alentours de cette zone-là tout à l'heure. Premier support majeur, les sommets du mois de juin, 11 630 points. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur tous ces éléments. Merci à toutes et à tous de votre attention. Rendez-vous à 11 h. D'ici là, portez-vous bien. Soyez présents dans notre forum. Et puis donc à tout à l'heure. Merci.